Dans le balado cette semaine, on se promène dans les rues de Paris. On tue le temps à Schefferville et on assiste à un tournage porno sur une étrange ferme du Texas. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. Salut Patrick. Je pense qu'on peut dire qu'on est très, très fébrile cette semaine parce que, écoute, on a la chance d'avoir un gros coup de cœur, je pense. Hein? On peut dire ça comme ça. Exactement, ça piquait notre curiosité et nous nous en déclarons satisfaits, je crois. Ouais, on n'a vraiment pas été déçus. Donc, on va vous revenir dans quelques instants avec ce film-là. Mais avant, un petit tour des actus. Actus ou bande-annonce, qu'est-ce qu'on commence? Actualité. Donc, peut-être mentionner le décès quand même d'un acteur qui a connu une heure de gloire. Dans les dernières années, c'était peut-être un peu plus tranquille, mais dans les années 80, c'était vraiment un acteur très prestigieux, William Hurt, décédé à 71 ans de cause naturelle. Donc, Hurt avait gagné l'Oscar pour Kiss of the Spider-Woman au milieu des années 80. En fait, il a été nominé 3 années de suite quand même comme meilleur acteur. Donc, suite à ça, il y avait eu Children of a Lesser God en 86 et Broadcast News en 1987. Donc, quand même, un exploit assez formidable. 3 années de suite, meilleur acteur. Pas si mal. Ouais, puis je me trompe, il a tourné dans des films québécois aussi, ça se peut-tu? Il avait tourné, le Papillon bleu, ça se peut-tu? Quelque chose comme ça. Oui, donc, qui était une production canadienne. On avait même ça. Je pense qu'il a été tourné en anglais, mais avec des acteurs québécois, ou en tout cas, qui se doublaient eux-mêmes dans la version québécoise. Prenez pas ce qu'on dit pour du cash en ce moment, c'est ça. Mais donc voilà, et dans les dernières années, il était plus connu peut-être pour une nouvelle génération en étant le général Thunder Ross dans les films de Marvel, dans l'univers Marvel. Ça, c'est-tu lui avec Iron Man qui veut bâtir... qu'on voyait à la fin de Hulk, qui était dans Black Widow tout récemment, c'est ça aussi. Donc, qu'on revoyait ici et là dans les 2 derniers Avengers aussi. Donc, évidemment, c'est un petit rôle de soutien. Là, mais, un caméo, pratiquement. Ouais. Donc, quand même, décès toujours, ça surprend évidemment. Là, c'est relativement jeune, 71 ans. C'est ça. Puis, tu sais, veux pas, ça devient des visages de notre génération, peut-être un petit peu plus de la mienne, mais quand même... On arrive à cette époque-là où, écoute, on ne faudra pas se surprendre dans les prochaines années quand même que de gros noms là, qui ont marqué la culture populaire, malheureusement, décèdent. Sinon, quand même, grosse nouvelle dans l'industrie du cinéma. Finalement, cette semaine, on a donné le feu vert à l'acquisition des studios MGM par Amazon. Ouais, c'est ça. Ça avait été annoncé peut-être à l'automne. Au printemps dernier, même presque un an. Ouais. Mais là, ça doit être des contrats assez longs à rédiger et à poser sa signature à plusieurs endroits. Oui, puis on doit aussi passer au travers le bureau de la concurrence, là, évidemment, aux États-Unis, parce que là, tu as une concentration de pouvoir. Donc, quand tu as toujours des grosses acquisitions comme ça, j'ai bien la misère avec ce mot-là. Alors, tout doit être fait selon l'art du marché financier, tout ça. Donc, quand même pour la somme de 8,5 milliards, faut-il le rappeler. C'est ça, je ne savais pas si tu avais dans mon souvenir, c'était comme 1 ou 2 milliards, mais 8,5, c'est gigantesque. Surtout, c'est sûr que c'est un gros tech catalogue MGM, mais on s'entend que c'est surtout pour la franchise James Bond que Bezos met la main, en fait, qui est en co-détenteur de droits parce que la famille Broccoli détient quand même toujours les droits aussi sur James Bond. Donc, plus un droit de distribution que de production. Uh-huh. Mais aussi met la main sur la franchise des Rocky quand même et de la Panthère Rose aussi. Donc, voilà. On va peut-être avoir un reboot donc de la Panthère Rose. Hourra! Et je me souviens aussi qu'il avait annoncé qu'il allait quand même poursuivre dans la tradition du cinéma. Là. Ça allait pas être des James Bond sur Amazon pour Amazon Prime. C'est sûr qu'ils vont avoir l'exclusivité dans la vie après le grand écran, mais on aura quand même encore de ses œuvres. MGM, qui est le logo avec le lion qui rugit, là, pour ceux qui ne le replacent pas. Donc, quand même, grosse nouvelle qui touche évidemment plus le côté financier de la chose, qui touche peut-être un peu moins les spectateurs. Sinon, c'était la remise des BAFTA, donc les Oscars britanniques aussi, la fin de semaine dernière. Et ça confirme 2 tendances, je pense, qu'on aura aux Oscars, soit Power of the Dog pour les prix plus prestigieuses et Dune pour les prix techniques. C'est ça. Alors, meilleur film et meilleure réalisation pour Power of the Dog. D'autant plus que
on est toujours en préparation des Oscars ici. Puis là, on se souvient du scandale que Denis Villeneuve n'est pas dans la nomination de meilleure réalisation. Fait que c'est sûr qu'il l'a pas, celui-là. Effectivement. Puis Dune s'en sort avec combien de 5 trophées? statuettes, ouais, quand même. Donc, effets visuels, son, direction photo, musique, évidemment. Et une tendance aussi qui se confirme pour Patrice Vermette pour direction artistique. Donc, peut-être méritera-t-il son premier Oscar. Il avait été quand même nominé 2 fois pour Arrival et The Young Victoria, tous deux de... Pas à Blade Runner? Non, pas pour Blade Runner. Quand même étonnant, mais... écoute, je présume que c'est lui qui l'avait fait, mais peut-être que c'était pas lui non plus. Mais j'ai pas ça en mémoire. J'avoue que j'ai pas fouillé ça. Donc, souhaitons-lui parce que ce serait intéressant d'avoir un autre Québécois qui met la main sur une statuette. Puis, j'en ai une, moi, une petite nouvelle. Oui. C'est Top Gun Maverick. Top Gun 2 va être présenté à Cannes, mais hors compétition. C'est juste comme... ça revient au gros show là, d'époque là, où on amène un gros film américain avec ses stars. Exactement, ça va être... Tom Cruise va y mettre le pied. Là, ça fait, de ce que j'ai lu, ça fait 30 ans qu'il n'était pas allé. Quand même. Hein? À l'époque, c'était pour Far and Away de Ron Howard, qui était aussi un film... disons, pas le genre de film à s'inscrire en compétition. Non. Là. Mais espérons qu'il va être meilleur que ce dernier. Mauvaise langue. Écoute, j'ai pas vu Far and Away, mais... Ron Howard a quand même un style assez générique, disons, dans ses films. Là. Tout à fait, bien dit, poliment. Oui, exact. Très bon enfant dans sa façon de faire. Le festival va aussi rendre un genre d'hommage particulier, comme ils disent, justement, la trace unique que Tom Cruise est en train de laisser là, dans le film d'action, les Missions Impossibles et tout. Comme, il est encore très jeune, là, mais quand tu parlais de William Hurt et tout, peut-être que c'est dans 20-30 ans que cette génération d'acteurs qui tu sais, il a quasiment toujours été une vedette, Tom Cruise. Là. Ouais. Il y a eu sa passe weird à un moment donné, là, à Oprah puis tout, où il était devenu complètement crazy quand il est allé avec Katie Holmes et tout. Écoute, t'es dans le patinage, toi. Ah oui, écoute, là, tu m'as starté là, dans les dernières semaines. Puis... Non, mais... il y a une petite période où il était un peu moyenne, mais rapidement, il s'est replacé. C'est ça. C'était la scientologie. Ouais, c'est ça, j'allais faire une mauvaise blague, justement. Si la scientologie parrainait ce volet-là du festival. Je penserais pas. Cannes va avoir lieu du 17 au 28 mai. On connaît pas encore, à ce que je sache, les films vraiment qui vont être présentés, peut-être certains. Là. Et le jury non plus, hein, je pense. Non, que ça, je sais qu'il n'est pas connu. Et Top Gun 2, là, Top Gun Maverick, lui, il prend l'affiche le 27 mai. Fait que c'est le 18 qui va être présenté là-bas. Fait qu'à peu près 10 jours avant sa sortie. Ce que je trouvais surprenant, c'est ça qu'il n'y a toujours pas eu de nouvelles bandes-annonces au Super Bowl et autres, fait que j'avais peur qu'il soit reporté, mais j'étais allé vérifier, puis ils ont juste gardé la même bande-annonce, ils ont juste corrigé la date de fin, il y a eu un petit 30 secondes spécial avec Porsche, là, qui commandite les voitures dans le film, des choses comme ça, fait que non, c'est encore le 27 mai pour Top Gun, qui va être... c'est la fin de semaine des Patriotes, ou quelque chose comme ça. Là, je pense que c'est... Memorial Day. Memorial Weekend aux États-Unis, ou en tout cas, sinon l'autre week-end d'après, là, quelque chose toujours dans ce coin-là, en tout cas. De militaire et férié. Ouais. Donc, c'est toujours... En fait, c'est le coup d'envoi habituellement pour les gros blockbusters, le coup d'envoi des films d'été, bien que de plus en plus, ça commence début mai en avril avec maintenant. Même ici, ce qu'on va voir, c'est ça, dès avril, avec la semaine prochaine, Lost City, qui est comme... C'est pas un gros blockbuster, mais c'est comme un peu le retour du cinéma américain, disons, consensuel un peu. Ouais, là. Qui n'est pas de super-héros. Non, effectivement. Puis là, avril, là, ça va déchaîner jusqu'à juin. Pas jusqu'en juin, jusqu'en septembre, probablement. Ça fait le tour actualité. Bande-annonce? Bande-annonce, écoute, c'est sorti le lendemain du dernier enregistrement de notre balado. Tout de suite après, pratiquement. Donc, film québécois, Babysitter de Monia Chokri, qui semble être une comédie noire quand même assez intéressante, adaptée d'une pièce de Catherine Léger. Moi, j'ai bien apprécié le ton. Exact. J'ai jamais vu la pièce de théâtre. Moi non plus. Mais je n'avais entendu parler en bien à l'époque. C'est quand même 2017-2018. Peut-être qu'elle est encore jouée aussi, là, mais le film a été présenté à Sundance aussi. Quand même. Et ça donne déjà un ton. Sundance, c'est des films un petit peu plus champ gauche, là, pour dire ça poliment. Mettons, je me souviens de Little Miss Sunshine, par exemple, qui avait fait un tabac à Sundance puis qui est devenu un film iconique par la suite. Fait que ce genre-là, un petit peu décalé dans l'humour, c'est ce qu'on retrouve dans Babysitter. On a des fois de l'espèce de glam, là,
comme dans le genre Les Feux de l'amour, là, le côté de l'image est très flou, là, avec des reflets, un peu de flair, genre. Ouais, c'est comme un gars qui est... Il a-tu perdu sa job ou il est suspendu parce qu'il a fait un geste déplacé à la télévision live, genre, puis il est entouré de sa conjointe qui est jouée par Monia Chokri. Le personnage principal, c'est Patrick Yvon, qui, elle, a l'air d'être un peu en burn-out. Il y a son ami qui est joué par Steve Laplante au travers de tout ça, puis il engage une babysitter parce qu'il y a un nouvel enfant qui a l'air assez flyé. Fait que c'est dur à décrire, mais petite bande-annonce de comme 1 minute et demie assez punchée. J'ai bien hâte de voir. Je dois avouer que j'ai même pas vu encore La femme de mon frère, qui était le premier film que Monia Chokri a réalisé. Oui, qui était somme toute assez bien. Là, on dirait que c'est comme une coche au-dessus, justement, peut-être un peu plus flamboyant, un peu plus... Ben, le fait que c'est pas une histoire qu'elle a écrite, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre à succès, fait que peut-être elle a eu plus de liberté, peut-être. Oui, elle prend plus d'assurance aussi comme réalisatrice. Et, donc, on voit que c'est un film un petit peu plus... je dirais pas gros budget, mais en tout cas un peu plus ambitieux, dirais-je, que La femme de mon frère. Audacieux. Audacieux, oui, c'est ça. Je pense que c'est le bon mot. Donc, alors, en salle, c'est le 3 juin. Exactement, c'est ça, à découvrir Babysitter. Sinon, nouveauté de la semaine, on commence avec Nouveau-Québec. Nouveau-Québec, oui. Film, donc, qui le dit, québécois de Sarah Fortin. Oui, c'est un drame mettant en vedette Christine Beaulieu, qu'on voit... dans le Cyclone à la télé. Oui, c'est ça. Aussi dans Le Mirage, il y a quelques années, de Ricardo Troggi, Louis Morissette. C'est vraiment ça, avec qui l'a fait exploser depuis. On la voit vraiment... Exact. En regardant sa filmographie, j'ai vu qu'elle est dans vraiment beaucoup de projets. Pourtant, je la trouve méconnue un peu, là. Il y a aussi Jean-Sébastien Courchaine, un peu moins connu, et Jean-Luc Canapé, première apparition. Oui, c'est ça, exact. On est arrivé de la ville avec son amoureuse, Sophie, jouée par Christine Beaulieu. Elle arrive à Shefferville, au nord du Québec, là, très très au nord, que tu peux même pas y aller en auto, pour aller y répandre les cendres de son père, qui lui vivait là, très près de la communauté Innu. Sauf que là, il arrive une espèce d'incident mortel qui force à rester sur place le temps que l'enquête ait lieu. Et là, beaucoup plus longtemps que prévu. Et il se retrouve un peu coincé là, confronté au temps, au lieu, puis aux habitants de la place. Et à leurs préjugés aussi. Oui, exactement. Donc, c'est quand même un drame, mais si vous aimez voir à l'écran peut-être un Québec qu'on connaît peu, donc justement Shefferville est quand même assez exotique pour la majorité d'entre nous. Et il y a une mise en contexte très intéressante aussi avec finalement que c'est devenu une ville fantôme depuis la fermeture des mines dans les années 80 et tout ça. Donc il y a un contexte que je ne connaissais plus ou moins, que je trouvais intéressant, et c'est bien abordé dans le film. Oui, exact. Puis les mines ont commencé à réouvrir 2010, avec le 12, plan que Nord, j'ai vu. Ouais, mais c'est à l'époque des années 80, je pense qu'il était rendu peut-être 3000 habitants, là. C'est pas un gros village, mais 2-3 000. Quand ils ont fermé, ils sont tombés à comme 400-500. Puis ça, c'est surtout de la communauté autochtone qui sont restés, là, très peu de blancs, si on veut. Mais avant d'en parler plus, on a eu un entretien avec la réalisatrice et scénariste Sarah Fortin. Fait que on va vous présenter ça. Alors, c'est avec un immense bonheur qu'on reçoit la réalisatrice Sarah Fortin qui nous parle des enjeux, des coulisses entourant le film Nouveau-Québec, qui posait quand même certains défis alors que le film se déroule dans le nord du Québec. Alors, bonjour Sarah. Bonjour à vous. En premier lieu, pourquoi avoir choisi Shefferville? Est-ce que c'est un endroit que tu connaissais avant de t'attaquer au scénario? Oui, c'est un endroit que je connaissais parce que je sais pas s'il y a vraiment des gens qui s'en vont là-bas en se disant je vais écrire un film là, ça me semble une bonne idée. Quoique, il y a effectivement eu un film belge il y a une couple d'années qui s'est retrouvé à tourner là, puis je pense qu'ils ont trouvé la place un peu par hasard. Mais okay. Donc, c'est tellement un lieu isolé, éloigné, puis difficile d'accès que, disons que j'ai l'impression qu'il faut aller tourner là-bas en pleine connaissance de cause. Et moi, j'avais fait plusieurs escales avec Wapikoni Mobile, qui est un projet donc de formation et d'accompagnement en audiovisuel avec les membres des Premières Nations. J'ai travaillé pour ce projet-là pendant plusieurs années.
Et j'ai été envoyée, en fait, au départ, dans la communauté de Matipekush-Lac-John, qui est la communauté Innu, qui est collée sur Shefferville, et à Kawawa-Shikamak, la communauté de Naskapi. Et puis, ça a été là ma première découverte. Donc, puis ça a été une espèce d'étrange coup de foudre. Puis, j'y suis retournée après ça pendant plusieurs années avant même de commencer à écrire le scénario parce que je savais pas d'abord que je voulais faire un film là-bas. Puis, c'est à force de discuter avec les gens, de rencontrer du monde, de me faire raconter des histoires que je me suis dit qu'il y avait vraiment un récit intéressant à raconter puis que j'avais envie de montrer au reste du monde. Puis à ce moment-là, c'est ça, est-ce que c'est une idée que tu aurais pensé faire ailleurs également ou était vraiment pour Shefferville? Je pense que c'était vraiment pour Shefferville parce que ce qui se trouve là-bas, c'est en fait une espèce de symbole de passé déchu un peu parce que il y a effectivement toute une histoire de cohabitation entre les Autochtones, les Allochtones, une sorte d'histoire d'abandon aussi qui est réelle. Puis c'est peut-être mon attachement au documentaire puis au récit véridique, entre guillemets, à un certain réel qui a fait que je voulais vraiment que le film se passait. Puis en fait, le récit s'est comme imposé à moi de retourner en fait sur les traces de son passé ou de retourner voir ses racines alors qu'il en reste plus tant que ça de racines finalement dans un lieu comme ça. Puis j'avoue que je trouvais que cet endroit-là était extrêmement cinématographique. Moi, je fais beaucoup de photos dans la vie, de photos fixes, puis à chaque année, à chaque fois que j'y retourne, j'ai retourné pratiquement à chaque année là, depuis 2008, au moins une fois par année. Puis à chaque fois, j'amène mes appareils photos, puis je me dis, bah, tu sais, sûrement que je prendrai plus de photos cette année parce que là, j'en ai tellement appris. Mais je peux pas m'empêcher. On dirait que les lieux ont quelque chose de fascinant, sont très porteurs de plein de choses, d'une grande beauté, d'un certain désœuvrement aussi, portent toutes les cicatrices aussi d'un passé. Il y a des choses troubles, on dirait même déjà dans une photo fixe. Fait que je trouvais que c'était une bonne mise en place pour un film. Ça aurait pu être un film documentaire, ça aurait peut-être été plus simple, entre guillemets, au niveau de la production, au niveau d'amener une équipe là-bas. Il y en a eu des projets documentaires à Shefferville, mais c'était une fiction que j'avais envie donc de mettre un récit en scène dans ces lieux-là, finalement. Justement, tu dis que tu proviens du documentaire. C'était quoi le défi de tourner une première fiction? J'imagine, comme tu dis, tu n'avais pas une grosse équipe, j'imagine, là-bas, donc probablement que ça se ressemblait pas mal à un tournage de documentaire en quelque part. Bien, ça se ressemblait. J'avais envie que ça se ressemble, c'est sûr, mais en même temps, il y a quand même un gros gap, même quand tu es une petite équipe, même quand tu es à équipe minimum, là, ben, une fiction, ça n'a rien à voir pareil avec le documentaire, ou en tout cas le genre de documentaire que moi je fais, où finalement on se retrouve généralement 4 personnes dans un 7 passagers, puis on va où on veut, puis on peut se retourner de bord vraiment facilement. J'avais envie d'avoir cette espèce de maniabilité ou d'aisance pour pouvoir justement qu'on se retourne un peu de bord des fois, puis qu'on s'inspire des lieux, qu'on s'adapte des conditions, de la météo, de tout ça. Mais on était quand même une vingtaine, tu sais, dans l'équipe technique, même à un poste chaque, pas de maquilleuse, pas de coiffeuse, maquilleur-coiffeur, pas de script. Donc, tu sais, il y a plusieurs postes importants qui n'étaient pas pourvus, mais mine de rien, ça monte vite. Donc, c'était quand même, pour moi, un plus gros bateau. Je l'avais fait en court-métrage, mais en long, c'était vraiment la première fois. Mais c'était une équipe qui savait à quoi s'attendre, je pense, qui savait qu'on allait aussi, qu'on allait essayer de bouger vite, qu'on allait être le plus mobile possible, puis qui savait dans quel genre de conditions ils s'en allaient travailler aussi. Ça a été combien de temps de tournage finalement? Et double question, c'est quand que vous avez tourné? Parce que ça a l'air, on n'est pas sûr si c'est l'été ou l'automne, fait qu'il y a la chasse, mais ça a l'air frais pas mal. Ouais, ben on a tourné à l'automne, automne 2019. Donc, moi, je voulais vraiment tourner au changement de saison, ce qui était comme aussi s'ajouter beaucoup de problèmes, mais visiblement, j'étais pas à court de ressources pour me mettre dans le pétrin, là, parce que le changement de saison, ce qui m'intéressait, moi, j'avais fréquenté Shefferville à plein de saisons. Je suis allée l'été, je suis allée en plein hiver aussi. Puis je suis allée souvent l'automne, puis il y a quelque chose qui m'intéressait vraiment dans la lumière, le type de luminosité qu'il y a et aussi l'aspect où les choses sont plus figées encore à l'automne. Parce que l'hiver, comme ce sont des territoires très, très vastes,
ben si tu as une motoneige en hiver, c'est soudainement en hiver que tu parcours le territoire le plus rapidement, tu sais, parce que il y a plus de frontières, tu peux passer sur les lacs, tu peux vraiment tracer partout, alors que l'été, ben faut que tu te promènes dans des chemins de roches, dans des chemins en forêt, c'est très compliqué. Et à l'automne, quand t'es pas encore en mesure de prendre ton skidoo, quand finalement les routes sont assez laides parce qu'il y a un peu de pluie, il y a un peu d'eau, euh, moi, ça m'intéressait parce que ça participait aussi à l'enfermement du couple. Je voulais voir l'arrivée de la neige aussi. Ça, c'était important, mais évidemment, la neige, elle n'arrive pas non plus sur commande. Donc, elle s'est fait attendre un petit peu plus que j'aurais souhaité, mais finalement, tu sais, les choses se sont mises en place. Puis, on a tourné donc 1 mois et demi à peu près, donc 24 jours de tournage entre la mi-octobre jusqu'au... Non, le début octobre jusqu'à le début novembre, mi-novembre, OK. à peu près. C'est ça, fait que dans vos journées de tournage, pour les scènes d'extérieur, sont toujours stand-by à... On va-tu avoir la neige? Il pleut-tu trop? OK. Exact. Oui, ben il y avait beaucoup de scènes qui nous ont donné pas mal de fil à retordre, tu sais, où on est en milieu quand même nordique, il y a pas toutes les facilités, je ne pas tellement un bon mot. Quand on tourne entre autres la scène des cendres sur le sommet d'une espèce de petite montagne, c'est pas une grosse montagne, mais c'est quand même une montagne. Donc juste là, d'être un petit peu plus en altitude, soudainement, il n'y a plus de végétation. Il y a du lichen par terre, c'est magnifique, ceci dit, tu sais, le tapis de mousse puis de lichen puis de petites baies qui est par terre donne des couleurs vraiment incroyables qu'on voit pas très souvent. Mais le vent nous balayait la face, il pleuvait de plus en plus fort. On n'avait nulle part pour cacher ni les figurants ni les acteurs qui avaient de plus en plus les cheveux mouillés. Donc, tu sais, ça demandait quand même beaucoup d'adaptation, puis que tout le monde soit très généreux aussi dans sa participation, que ce soit l'équipe technique, mais les acteurs aussi, beaucoup qui ont été mis... disons, dans des situations qui n'étaient pas toujours évidentes. Ils devaient composer avec les intempéries puis avec les éléments en général. Justement, tu utilises beaucoup de membres de la communauté là-bas. C'était comment le processus de casting? Parce qu'évidemment, c'est pas des comédiens dans la vie. Effectivement, c'est pas des comédiens dans la vie. Puis, comme je vous ai dit, comme j'ai fréquenté cet endroit-là souvent pendant plusieurs années, puis j'allais toujours, moi, du côté de la communauté Innu. J'ai travaillé aussi avec les Naskapi. Donc, je connaissais de plus en plus de monde aussi avec les années. Puis ça reste que c'est une communauté. Les deux communautés, c'est à peu près 8 à 900 personnes dans chacune des communautés. Donc, c'est pas énorme. Je peux pas dire que je connais tout le monde, absolument pas, là, c'est pas possible, mais il reste que c'est un bassin relativement restreint de gens que je connaissais. Fait qu'à un moment donné, avec des super bons alliés et des bons amis, j'essayais de passer le mot, de dire hey, ben, je vais faire un film. Pendant plusieurs années, ils m'ont vu arriver en disant ça, c'est la fille qui fait des films. En même temps, je le faisais toujours pas, ce film-là. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression que les gens se sont mis à dire à faillir venir niaiser ici, là, mais à un moment donné, j'ai fait non, je vous jure, je le fais. La preuve, là, je fais du casting. Et là, je cherchais des rôles très particuliers, le rôle d'Yvette, donc une femme dans la fin cinquantaine, soixantaine, une jeune femme aussi, nous, un homme, Jean-Louis aussi de 45, 50 ans, quelque chose du genre. C'était des castings très précis, donc c'est sûr que le bassin de population n'était pas immense. Puis c'est avec des contacts vraiment dans la rue, hey, tu sais, si ça te tente, tu viendras, on fait des auditions tel jour, si ça te tente de jouer dans le film. Il y avait des gens qui, naturellement, étaient intéressés par le projet. Puis moi, j'ai approché aussi d'autres gens de façon très directe. Puis, ben, je me suis aussi fait dire non des fois parce que, ben, pas parce qu'on arrive avec un projet de film que tout le monde a envie de participer. C'est pas tout le monde qui a envie de jouer dans un film non plus. Mais ceux qui ont choisi de se présenter au casting étaient très enthousiastes. Puis, ils ont travaillé extrêmement, extrêmement fort. Puis il y a juste le rôle de Jean-Louis, donc que je me suis retrouvée à caster dans une autre communauté Innu parce que je ne l'ai pas trouvé à Matimekouche. Mais j'avais vraiment envie que les gens viennent de là-bas, qui parlent la langue, qui connaissent ce territoire-là, qui se sentent représentés dans ce film-là parce que, ben oui, ça parlait d'eux, même si c'est pas exclusivement une histoire qui parle des enjeux autochtones, c'est une histoire de rencontre à travers le point de vue d'une allochtone, mais ça reste, c'est leur territoire, les paysages qu'ils connaissent, l'histoire qu'ils portent eux aussi en eux. Puis j'avais envie de les voir à l'écran. Puis les gens se sont vraiment présentés. Ça a été une expérience assez incroyable. Puis tu as un gros passé, comme on a dit, en documentaire. Est-ce que
maintenant que tu as un premier long métrage de fiction derrière la cravate, comme on dit, est-ce que tu trouves que c'est plus simple de faire du documentaire au niveau du temps, du processus? C'est vraiment des difficultés différentes et des plaisirs différents, je pense. Puis moi, j'ai toujours souhaité faire les deux. Puis je suis encore très enthousiasmée par des projets documentaires. Puis j'ai vraiment envie encore de faire des documentaires, comme j'ai aussi des projets de fiction. C'est sûr que c'est assez excitant de faire un film de fiction avec des gens qui se mettent tous ensemble à une grosse équipe pour que ta vision que tu as... Moi, je suis scénariste aussi, donc ce que moi, j'ai écrit sur papier en culotte de jogging pendant des années dans mon bureau, à boire 12 cafés par jour, puis en me disant, ça, c'est super, ça se fait, ça se fait. Puis finalement, ça s'avère très compliqué puis beaucoup plus exigeant qu'on pense, mais tout le monde se met ensemble pour que cette vision-là, elle existe. Puis ça, c'est très grisant comme expérience. Puis la relation de travail entre tout le monde. Mais en même temps, c'est plus défini aussi dans le temps. C'est-à-dire que tu sais que tu vas tourner X nombre de jours, puis tu dépasseras pas. Parce que chaque journée coûte tellement cher, puis ça fait pas beaucoup de sens des fois, là, l'argent qui est dépensé, on dirait pour ça, même quand c'est des films à petit budget. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans le fait que ça a une fin, qu'on sait que, après ces X nombre de jours-là, that's it. On prend ça, puis on va faire le mieux qu'on peut. Sauf que le montage devient très cruel aussi, parce que tu dis, si seulement j'avais pu faire ça, si seulement j'avais eu le temps de faire ça, si j'avais pu faire cette prise-là que finalement j'ai pas pu faire parce qu'on n'avait plus de temps, si j'avais pu avoir ce véhicule-là que j'ai pas eu, il y a beaucoup de deuil, puis on dirait qu'ils se font à toutes les étapes, mais ils se font beaucoup en post-production. Puis c'est vrai qu'en documentaire, c'est pas plus facile, c'est juste d'autres genres de difficultés. Des fois, en documentaire, le défi, ça va être de dire, mais quand est-ce que c'est terminé, ce projet-là? On dirait qu'on pourrait le tourner à l'infini, parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui peut se passer. Ça dépend des projets documentaires, évidemment, aussi, là. Puis la création qui se fait en montage, ensuite, pour moi, elle est plus grisante en documentaire, parce qu'on dirait que il y a vraiment quelque chose qui se crée, qui s'écrit vraiment en montage, en documentaire. C'est vrai aussi en fiction, mais vraiment différent, parce que tu pars quand même avec un matériau qui est un peu plus figé, si on veut. Fait qu'il y a des défis et des qualités aux deux. Moi, j'ai envie de continuer à faire les deux aussi, mais je vais peut-être un petit peu plus les diviser chacun dans leur catégorie dans le futur pour mes projets à venir. C'est peut-être juste ça. Et justement, à quoi on peut s'attendre comme prochain projet? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous annoncer ou c'est trop top secret encore? Je sais pas c'est quoi les embargos. Moi, je connais pas ça. Personne ne me dit rien. Fait que je suis comme, whatever, je parle de n'importe quoi. Non, mais j'ai deux projets. J'ai plusieurs projets en parallèle, mais dont un projet documentaire, justement, qui est encore en collaboration avec les communautés Innu. Dans ce cas-là, c'est un projet de co-réalisation avec la poétesse Innu Joséphine Bacon, un projet qui s'appelle pour l'instant Nitassinan et qui parle justement du rapport au territoire pour les Inuits, qui va essayer de dresser une cartographie, si on veut, un peu à la fois concrète et métaphorique du territoire des Inuits, puis de leur rapport avec la langue, des possessions, mais aussi une vision un petit peu, une vision de futur proche à travers peut-être des yeux un peu plus jeunes. Fait que c'est un film très ambitieux quand même, un gros projet de documentaire, et que je suis très contente de pouvoir partager avec une collaboratrice Innu qui, elle, porte ce récit-là en elle. Puis moi, je suis là plus comme, apport structurant ou pour une vision extérieure pour essayer de mettre ça en forme. Et c'est beaucoup le récit que Joséphine porte. Puis j'ai un projet de long métrage de fiction aussi que j'ai scénarisé, puis on verra à quel moment ça se fera, mais un projet qui s'appelle Le Beau Temps, que j'espère vraiment pouvoir faire dans des délais un petit peu plus courts que les temps que ça m'a pris pour faire au Québec. On verra. Là. Peut-être que les gens ont vu que j'étais capable j'espère qu'ils ne penseront pas que je suis patiente puis qu'ils vont me faire attendre longtemps. Mais en tout cas, peut-être qu'on aura vu que j'étais capable de mener à bien des projets même compliqués. Fait que, on verra. Ouais. Ben, excellent. Merci beaucoup, Sarah. Puis bon succès avec Nouveau-Québec. Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, un gros merci encore une fois à Sarah Fortin d'avoir pris de son temps pour nous avoir parlé de ce film-là. Donc, plein de choses intéressantes à retenir et on n'a pas eu la chance de l'aborder, mais en dehors des ondes, hors de l'entrevue, elle avait quand même
raconter une petite anecdote entourant le casting de Christine Beaulieu, que j'avais trouvé ça quand même très rigolo. Ben oui, j'avais vu qu'elle se connaissait d'avant le projet, donc c'était une amie, puis tu sais, elle explique qu'elle était un peu mal à l'aise au début à l'idée de jouer avec, de choisir son ami parce qu'elle avait peur que ça interfère sur la relation, mais finalement, c'est comme très professionnel, puis aussi, elle voulait ce côté-là moins connu qu'elle connaît de la vraie Christine Beaulieu, qui ont intégré pas mal au personnage de Sophie, qui est quelqu'un de très curieuse et d'ouverte d'esprit, ce qui transcende dans le film. Mais d'où se connaissent-elles? C'est quand même coquin. Elles sont connues. Pas pensé ça. Non, elles sont connues à la balle molle. Alors que, si je me souviens bien, Christine était lanceuse, puis Sarah était receveuse. Fait que, ça a développé évidemment une chimie. Pour ceux qui connaissent le sport du baseball et de la balle molle, c'est des rôles qui doivent avoir une certaine synergie. Et Christine Beaulieu, elle est excellente dans le film, donc joue tout en simplicité, mais elle a une force intérieure incroyable. D'ailleurs, tous les comédiens sont très, très bien, et chapeau aussi aux comédiens autochtones. Donc, c'est leur seul rôle, en fait. Ils ont été vraiment choisis sur place pour jouer dans le film, et ça tire très bien d'affaire. C'est pas du tout amateur. Non, c'est ça. C'est vraiment épatant pour ça. Puis comme on discutait à l'entrevue, tu sais, aussi le décor a une place très importante. Là. Le lieu physique aide aussi à leur esprit d'être un peu coincés là, parce que là, ils sont arrivés là en train, ils n'ont pas de voiture. Le temps que l'enquête policière avance, ils doivent rester là, mais l'enquête avance vraiment pas vite parce que il manque de policiers. Fait que dès qu'il arrive quelque chose d'autre, ben on revient demain, ou revenez demain. Ils leur demandent de passer au poste de police pour leur interrogatoire un peu. Puis là, il arrive au poste, puis il dit « les policiers sont partis, revenez demain. » C'est comme « OK », fait que ils niaisent, là, ils trouvent un petit appartement, t'attends là, puis évidemment, ils sont confrontés, comme on disait précédemment, à la communauté qui est sur place, fait que ça n'aura pas le choix de briser des tabous, fait que ça peut être un thème qui semble peut-être cliché parce que on l'a déjà vécu puis exploité, mais d'un autre côté, c'est des problématiques qu'on vit encore. Fait que c'est pas du réchauffé en ce sens-là. T'sais. Fait que le film est très intéressant pour ça. Tout à fait. Donc, il est très accessible. C'est un drame très intimiste. Mais vraiment, si vous aimez en fait le film québécois d'auteur, bien fait, intelligent, bien joué, bien écrit, Nouveau-Québec est vraiment à voir pour ces raisons. C'est ça. C'est des paysages qu'on voit pas souvent. Tu sais, souvent, quand on parle de beaux paysages, on veut des films en Corse, puis avec des mers bleues, mais là, c'est comme une espèce de toundra, puis oui, puis en même temps, c'est pas forêt carte postale non plus. Tu sais, c'est pas... je trouve que c'est bien intégré au récit de l'histoire. Ça joue un rôle, mais c'est pas à outrance, là. Tu sais, on n'est pas dans une direction photo hyper léchée, au contraire, mais... Ce côté-là très terre-à-terre, très gris, très automnal, paraît à l'écran et vient contribuer à cette angoisse-là d'attendre sur place, finalement, parce que ça teste la résilience du couple. Et on dit souvent, la meilleure façon de connaître son partenaire, c'est de voyager et de voir comment réagir aux imprévus. Voyager ou des rénovations. Fait que donc, dans ce cas-là, c'est un peu un voyage forcé qui va créer une tension entre le couple. Alors, Nouveau-Québec de Sarah Fortin. On allait avec le film Trois fois rien, qui met aussi en vedette un autre Québécois très connu, mais dans un film français. Oui, Antoine Bertrand, qui tient la vedette du film Trois fois rien de Nadège Loiseau, qui est une comédie dramatique. Là. Clairement, on alterne entre les moments drôles et les moments plus touchants. Synopsis rapide, on est à Paris. Il y a 3 sans-abri qui tentent de disons, retrouver un semblant de vie normale. En fait, à la base, ils sont 2 amis, un qui vient joindre au moment de leur participation hebdomadaire à la loterie. Et ils remportent un certain montant, mais pour réclamer leur montant, ben, ça leur prend des papiers, puis une identité, puis là, ils vont commencer à galérer là-dedans. Cela dit, avec cette prémisse-là, on peut penser que c'est juste une espèce de caricature du système économique puis structurel, puis c'est pas ça nécessairement, c'est juste que c'est un fardeau qu'ils doivent vivre, ce qui va les contraindre à résider en appartement le temps qu'ils reçoivent leur papier, et donc, tu sais, voir c'est quoi la liberté qu'ils ont un peu d'être sans-abri versus gagner un certain montant d'argent, et avoir des responsabilités. Il y a beaucoup un parallèle entre la normalité, si on veut, puis ce qu'on appelle être la normalité, finalement. Et là, apprendre à se connaître
encore plus, puis arriver à découvrir un peu qu'est-ce qui les a amenés à la rue, c'est quoi leur problème, si on veut, ou leur cheminement. Antoine Bertrand est quand même le personnage central de ce récit-là. C'est lui qu'on va voir le plus peut-être évoluer, puis autour duquel on gravite. Et ce que j'aime, c'est qu'on n'explique pas nécessairement la raison pourquoi qu'un Québécois se retrouve dans cette histoire-là à Paris comme sans-abri. Donc ça aussi, je trouve ça assez intéressant, là, qu'on n'est pas obligé d'expliquer exact, ça. c'est ça. C'est ça, comme tu viens de mentionner, c'est clair. Il joue pas un Français, il est un Québécois. C'est sûr. Puis on comprend aussi que comme ça fait longtemps qu'il est là, il y a certains mots qu'il a appris à utiliser. Ça fait un gag dans le film à un moment donné, c'est que là, il dit... mets des bobettes, puis l'autre, c'est quoi des bobettes? Mets tes caleçons, mets un slip. C'est comme des fois, il va parler des mots français, d'expression française, mais pas avec son accent normal. Puis tu comprends que c'est parce que ça fait longtemps qu'il est là, il sait que s'il dit le mot comme nous, on l'utilise, il se fera pas comprendre. Fait qu'il a appris à juste intégrer des mots différents dans son vocabulaire. Et ça vient de... Justement, Nadège Loiseau. Elle avait vu Antoine Bertrand à l'époque dans Starbuck, quand il a joué en France. Elle l'a trouvé remarquable, naturel et attachant. Fait que là, plus tard, elle a écrit un film qui s'appelle Le Petit Locataire, qui n'est pas sorti ici au Québec, là, à peu près en 2016. Puis elle voulait Antoine pour un des rôles. Pas un rôle principal, mais pour un des rôles secondaires. Puis on se dit, on va essayer. On ne perd rien à envoyer un courriel puis communiquer. Finalement, il a accepté. C'était à peu près au moment où il voulait lancer une carrière un peu parallèle en France. Là, on se souvient qu'il a joué... dans Demain tout commence avec Omar Sy, il a fait quelques autres tournages. Puis sur ce tournage-là de Le Petit Locataire, il a rencontré ses autres comparses dans ce film-là qui... pardon, je les ai oubliés. C'est Philippe Robot et Côme Levin. Exactement. Ouais. Puis elle trouvait qu'il y avait tellement de belle chimie ensemble qu'elle a dit « Je vais vous écrire un film pour que vous puissiez jouer à nouveau les trois ensemble. » Puis Antoine, et ça doit être flatteur pour c'est un comédien. Mais c'est cool. Ils disent oui, mais je me le suis fait dire plus souvent que c'est arrivé, mettons. Mais elle l'a fait pour vrai. Fait que elle les a contactés. Puis c'est une des raisons de son casting aussi. C'est que Philippe et Côme sont pas si connus que ça non plus en France. Puis c'est ce qu'elle voulait. Puis Antoine non plus pour la France. Fait qu'elle dit c'est la crédibilité que je voulais pour qu'ils puissent avoir l'air d'être des sans-abri, des SDF, comme ils disent, des sans-domicile fixe. Parce que si j'avais pris Gilles Lelouch, là, tout le monde aurait su que c'est une super vedette. Là, t'sais. Fait qu'ici, c'est sûr qu'Antoine, on le connaît beaucoup. Il est même sur Au revoir le bonheur actuellement à l'affiche. Fait que, mais ça passe quand même très bien. Fait que, bref, c'est pour ça qu'il est un Québécois en France, tout simplement. Comme des fois, on a des Français dans nos films, puis on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il est ici nécessairement. Là. C'est une façon d'être multiculturel, finalement. Vraiment. Et donc, on parle d'une comédie dramatique. Donc, évidemment, la prémisse... Elle est assez loufoque, mais dans le bon sens. Elle est assez originale, mais ça n'est pas une farce typique française comme le dîner de con. Donc, on est vraiment... on navigue entre l'humour, mais bien dosé, et des moments touchants et dramatiques aussi. Donc, à voir pour ceux qui veulent... comme un feel-good movie, on devrait dire ça comme genre ça. De... Puis, tu sais, on se moque pas non plus de la situation d'itinérance. Là, c'est traité avec respect, avec soin. Bien au contraire, c'est beau de voir la camaraderie entre eux, puis comment ils prennent soin l'un de l'autre, finalement, aussi. Là. Exactement, dans cette situation-là. Puis, tu sais, un peu, c'est ça. C'est comme si le fait d'avoir un peu d'argent va donner certaines tensions là-dedans. Mais comme à chaque fois qu'on explique un film, on dirait qu'il y a une comédie guignolesque qui se cache quelque part, mais c'est pas ça. Là. C'est fait avec soin puis avec empathie. C'est pas moralisateur. Là. Donc, 3 fois rien de Nadège Loiseau. On va dans un tout autre registre ici, bien qu'il y ait un peu d'humour noir. Un film qui piquait notre curiosité depuis la sortie de la bande-annonce, c'est le film X de Ty West. Un film érotico d'horreur, si on peut ainsi dire. Assez original. Oui, tout à fait. C'est... On a découvert aussi que Ty West, c'est comme son 5e film, je pense. Puis on connaissait ni l'un ni l'autre. Fait que là, on est absolument piqué à aller découvrir le reste de sa filmographie. Quand la bande-annonce est sortie, je me rappelle d'avoir vu un peu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens vanter puis d'attendre ça avec
vraiment avec impatience. Et là, c'est là que j'ai découvert finalement, OK, il y a vraiment un cult following, ce réalisateur-là, vraiment des gens mordus de son cinéma. Ouais, ben comme tantôt on parlait de Sundance, ben ici X a été présenté en primeur à South by Southwest, fait que c'est un peu ce genre-là plus jeune, si on peut dire. On est avec Mia Goth, qui en fait plusieurs comédiens qui ont tous certains backgrounds de films d'horreur. Là. Mia Goth qui était dans le dernier remake de Suspiria, dans lesquels qu'elle a fait d'autres. Ben là j'ai noté High Life, mais c'est moins horreur. Cure for Wellness. Il y a Jenna Ortega qu'on a vu récemment dans le nouveau Scream, dans Babysitter 2 là, qui était sur Netflix, Studio 666. Martin Anderson qui était dans The Ring, la version américaine. Brittany Snow, connu des Pitch Perfect, mais aussi qui a fait Prom Night. Et Kid Cudi, le rappeur, qui est son premier film. En tout cas, premier film d'horreur, ça c'est sûr, mais pas mal le premier film, je pense. Bon, synopsis, on est en 1979. On suit justement un groupe de jeunes cinéastes et vedettes qui se dirigent vers un petit village de campagne au Texas pour y tourner un film érotique. Là. Puis là, ils veulent pas faire juste un vulgaire film de cul, mais tu sais, quelque chose de plus cinématographique. Puis comme il mentionne, on est à l'arrivée aussi probablement des vidéos bêta, fait que les gens vont pouvoir se le procurer, l'avoir à la maison. Fait qu'ils veulent faire de quoi de différent et de beau. Pour les plus vieux, ils veulent pas faire un Debbie Does Dallas, mais un Emmanuel. C'est comme ça. C'est ça exactement qu'il dit à un moment donné. Debbie Does Dallas, oui, ils font référence. Mais il mentionne aussi au succès que ça a eu, mais en tout cas. Puis... c'est ça, sauf que là, l'endroit qu'il loue, une petite fermette, ben il y a des propriétaires qui sont très étranges. Puis comme ils disent, on leur dit pas qu'on va tourner ça. On est mieux d'essayer de le faire en cachette, puis de s'excuser s'ils s'en rendent compte que de demander la permission de tourner un film érotique. T'sais. Fait que, sans dire plus sur le mystère qu'il y a à cet endroit-là, c'est génial comme film. Là. Ouais. Je vais peut-être juste mentionner que... petit peu à petit peu, finalement, ces personnages-là vont se faire tuer quand même par l'étrange couple de la ferme, qui est un couple âgé assez creepy, disons ça. Oui, absolument. Donc, c'est là que l'horreur intervient, disons ça. Le film est quand même en 2 temps. On est plus au début, on va installer la trame mystérieuse et qui sont nos 5 protagonistes, puis c'est quoi leur but de faire ça. On assiste quand même au tournage, si on veut, de leur film, là, d'où le visa 16 ans et plus, érotisme et violence. Puis je dois avouer que pour tout le monde, ces séquences-là sont vraiment très drôles. Lorsqu'on voit vraiment le résultat du film porno qui tourne à l'écran. C'est comme si le film, tu sais, nous on a quand même ri dans le film, mais le film... il n'y a pas de blague dedans, tu sais. C'est juste que le réalisateur, puis dans sa mise en scène, il est conscient que c'est un film de genre, comme on dit, que c'est quand même niché. Mais c'est aussi, je ne l'ai pas mentionné, c'est une production des studios A24, fait qu'il y a cette espèce de folie-là qu'on peut retrouver. Cela dit, c'est pas aussi dense que, mettons, un Midsommar ou l'autre de Ari Aster, Hereditary, de Witch, ces trucs-là. Beaucoup plus accessible quand même, sans être le très commercial d'un Scream, mettons, là, qui va plaire à un peu tout le monde. Là. Lui, il faut juste... c'est un petit peu plus éclaté. T'sais. Moi, on en reparlait par après, ça me rappelle un peu Green Room dans la manière de comme établir le lieu, puis quasiment vouloir comme qu'ils tournent leur film, puis faire... à un moment donné, réaliser, ah oui, c'est vrai, il faut qu'il y ait un bain de sang aussi. Il y a une tuerie qui s'en vient. Là. Ouais, moi, je voyais un peu les hommages, évidemment, au Texas Chainsaw Massacre, massacre à la tronçonneuse qui se déroule au Texas. Ouais. Sur une ferme dans la campagne, des gens qui se trouvent là. On mentionne Psycho dans le film d'Hitchcock et d'ailleurs de beaux clins d'œil aussi. Je trouve qu'il y a un aura des premiers films de M. Night Shyamalan aussi. Un de ses derniers aussi de Visite. Il plane une espèce d'aura de mystère. On ne sait pas trop. Il va y avoir du surnaturel ou pas. On n'est pas certain. C'est vraiment intéressant. Et en sortant de là, écoute, je salue l'audace de Ty West de nous présenter des images qui vont rester longtemps gravées dans notre tête. Assez audacieuses, mais... complètement déjanté. Donc, écoute, et il y a un soin à sa mise en scène, à sa réalisation dans ses cadrages incroyables. Donc, c'est vraiment un petit bijou de film à voir. Ouais, puis juste, tu sais, dès l'ouverture, là, comme ça filme la grange, puis là, je pensais que ça allait être là, vraiment
carré, là, comme de la caméra, je pense que c'était 16 mm qui filmait à l'époque, là. Puis là, j'étais là, ça va être quand même dense, mais c'est comme si c'était un juste une vignette éclairée, puis tu te rends compte qu'on est comme dans une grange. Fait que le reste du cadre, le film est pas en scope, il est en flat, là, donc le format un petit peu plus... qui ressemble plus à un téléviseur 35, là, qu'on connaît que le vraiment long. Là. Puis là, la caméra fait un pan vers l'avant, puis là, tu comprends, OK, c'est un clin d'œil à ça, parce que quand on voit les images de leur tournage, ben là, oui, c'est le petit carré avec les coins ronds, là, pratiquement. Là. Mais effectivement, dès la scène de départ, on est bien plongé, dans l'époque, dans le contexte, dans le lieu. On sait que quelque chose de terrible va arriver, et là, c'est juste de voir Qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Donc, vraiment... les personnages colorés, là, c'est... Vraiment aussi. Très sympathique et bien joué, parce qu'on sait que souvent dans les films d'horreur, c'est peut-être un des critiques qu'on peut faire, c'est que ça, c'est pas toujours des bons comédiens, mais là, ils sont vraiment très bons et sympathiques aussi. Le personnage principal, c'est plus Mia Goth, mais c'est Jenna Ortega qui va chercher un bon cri d'horreur là, à m'amener au deuxième tiers du film à peu près, là, digne. On sent qu'ils l'ont travaillé, ils ont voulu que ça soit un cri un peu mémorable, un visage là, de terrifié et tout. Là, c'est génial, ça. Et mention aux gens du maquillage et costume, pas maquillage et costume, mais de maquillage, oui. Parce que dans le fond, le vieux couple qu'on voit âgé à l'écran, c'est des jeunes, en fait. Donc, Mia Goth qui joue un double rôle et un autre comédien aussi. Donc, c'est sûr que ça se voit un peu, ça ne serait pas des vraies personnes, là, mais... sont quand même très, très bien réussis, les maquillages. Moi, je ne savais pas, c'est parce qu'on a lu après là-dessus, là, sinon c'est imprévisible. Puis c'est pas... En tout cas, c'est pas une affaire de fantastique que c'est elle-même dans le futur ou de quoi. C'est un jeu d'acteurs, tout simplement. Oui, un choix artistique, en fait, par Ty West. Et d'ailleurs... qui a fait une grande annonce cette semaine. Oui, en fait, c'est après la première à South by Southwest, le film se passe au Texas, mais il a été tourné en Nouvelle-Zélande. Et là, tout de suite après la projection, Q&A, tout le monde est content. Puis il a dit, hey, savez-vous quoi? Pendant la pandémie, j'ai tourné en secret la suite. En fait, l'antépisode, le prequel, comme on dit. Fait que ils n'ont pas sorti la bande-annonce tout de suite parce qu'elle spoilerait un peu le film. Fait qu'on peut s'attendre peut-être plus cet été à voir la bande-annonce de l'antépisode qui va s'appeler Pearl, qui va se dérouler à peu près en 1918. Fait que, sans dire plus, ça va être le couple de, disons, gens étranges âgés. Ça va être comme eux dans leur jeunesse, probablement. Et c'est ça que tu disais, c'est que Mia Goth va jouer... reprend son rôle, effectivement. C'est ça. Fait que là, elle va jouer la vieille personne et non son personnage jeune, mais c'est pas de la science-fiction, là, c'est pas le même personnage, c'est juste la même comédienne. Donc, à voir plus tard cette année, normalement, on va sortir en 2022. Fait que sûrement à l'automne pour le temps des films d'horreur pour Pearl, mais d'abord, voyez X. Absolument à voir, tout à fait. Si vous aimez ce genre de film d'horreur intelligent qui sort de la traque un peu, comme on dit. Mais pas prétentieux non plus, comme d'autres ont pu... Je sais qu'il y en a qui reprochaient, mettons, à The Lighthouse puis des choses comme ça. Là, c'est comme assez léger là, dans Moi, je mettrais dans la même veine que Get Out. Ça m'a procuré autant le même plaisir, un élément de surprise, mais très accessible, avec un humour malaisant à travers ça. Fait que ça peut servir de référence. Ouais, c'est un très bon exemple. Est-ce qu'il va gagner l'an prochain l'Oscar du meilleur scénario original? Ça, je sais pas. Mais je crois que ça peut vraiment devenir un classique pour les fans du genre. Si vous pas intimidé. Ça va devenir un film culte. Autre sortie, il y a The Outfit, en français, Le Tailleur, de Graham Moore, avec, entre autres, acteur principal Mark Rylance, que c'est le genre de comédien qu'on reconnaît sa face, mais que... Qui est assez caméléon quand même. Ouais, c'est ça. Films, c'est pas l'acteur préféré de personne, mais il est excellent. Là. Il était dans Bridge of Spies, dans Dunkirk. Zoe Deutch, qu'on a vu aussi dans Zombieland 2, là, qui faisait la nunuche. Dylan O'Brien, là, lui qui est derrière Teen Wolf puis Maze Runner. C'est écrit par Jonathan McLean, qui est surtout un acteur de TV, son premier crédit à titre d'auteur, mais également coécrit et réalisé par Graham Moore, qui lui a remporté il y a quelques années l'Oscar du meilleur scénario adapté pour The Imitation Game, là, qui était avec Benedict Cumberbatch, c'est ça. Fait que bref, c'est sa première réalisation. C'est un huis clos chez un tailleur, dans un tailor shop.
C'est ce qu'on dit, ouais. En tout cas, un endroit qui font des soutes. On est dans les années 50 à Chicago. C'est un tailleur anglais qui est rendu là, justement, à Chicago. Il conçoit des costumes, mais les seuls qui ont assez d'argent pour s'y procurer, ben, c'est pas mal les mafieux. Fait que lui, il achète la paie, il pose pas de questions sur ce qu'ils font, tant qu'il peut leur faire des habits et des costumes. Lui, il est bien content. Il y a une espèce de boîte de dépôt dans son bureau. Les gens déposent comme leur argent, les choses comme ça. Quelqu'un vient collecter, lui, il ferme les yeux là-dessus. Sauf qu'un soir, là, les mafieux cherchent à trouver une taupe, dans le fond, qui vendrait des renseignements à la police. Fait que lui, il est un peu coincé là, entre les deux gardes-gang, dans sa shop, si on veut, et avec aussi son assistante. Fait que c'est ça, comme je dis, huis clos, tout se passe vraiment là, des comédiens entrent, repartent, reviennent, ce qui peut donner un côté un peu pièce de théâtre, mais c'est parce que ça a été probablement écrit un peu avant, mais tourné pendant la pandémie, fait que c'est pour ça qu'il y a que 7-8 comédiens, on est assez restreint, on comprend l'esthétique. C'est pas choquant, mais quand on sait ça, peut-être ça explique pourquoi ils sont pas allés faire aucune scène d'extérieur ou des choses comme ça. Là. C'était peut-être un exercice de style voulu aussi. En plus, on a le point de vue du tailleur, puis lui ne quitte jamais son établissement. C'est les autres personnes qui vont aller et venir. C'est pas un whodunit, c'est plus un qui dit vrai, qui dit faux. Éventuellement, nous autres, on va être témoins, mettons, d'un meurtre, mais là, certains personnages vont commencer à mentir. Fait que là, c'est de voir comment ça va se développer, se dérouler autour de ça. Qui serait la taupe s'il y en a vraiment un parmi le lot des personnes. Si vous aimez ce genre, c'est ça, de film de gangster un peu, c'est pas une tuerie de film d'action, c'est plus cérébral un petit peu, sans être un gros casse-tête. Musique par Alexandre Desplat, un petit jazzy mystérieux justement, style années 50, qui est comme quand même une machine. Je sais pas si lui il fait partie de comme Hans Zimmer, là, qu'on y attribue beaucoup de choses, mais des fois il y a plus. C'est comme il y a une écurie, là. Il y a du monde qui écrivent des choses pour eux. Je sais pas si Desplat est dans la même game de. Écoute, la quantité qu'il fait, ça se pourrait. Peut-être qu'il compose, mais que tout ce qui est la mise en place, l'orchestration est donnée. C'est ça, c'est comme il révise à la fin, puis il dit d'accord, c'est assez bon pour qu'on mette mon nom là-dessus. Puis... Mais après, c'est connu, j'ai un ami qui est pas mal féru de musique de film, puis c'est ce qui me... J'ai oublié le nom de la personne, mais quelqu'un qui est, mettons, un ancien protégé de Zimmer, puis là, t'es assez gros pour avoir ton propre nom. Si dans ce film-là aussi, même chose, la direction photo, les décors, les costumes, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. C'est cool. C'est quelque chose que, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous avez compris. Quand on voit un métier ou une facette qui est méconnue, c'est toujours intéressant. Là, fait que voir l'arrière d'une shop, on le voit beaucoup plus que dans House of Gucci, par exemple. J'ai lu que le film s'appelle The Outfit, c'est comme l'habit, là, mais c'était aussi le nom utilisé pour la mafia de Chicago. Il se faisait appeler The Outfit. Je sais pas si c'est encore le cas, là, mais j'ai lu ça quelque part. Okay? Fait que ça serait un peu un double rôle là-dessus. Alors, le tailleur de Graham Moore dans plusieurs cinémas, parce qu'il est aussi disponible en version française. Donc, il doit être plusieurs places. Nos autres sorties, il y a le documentaire Jane par Charlotte, de Charlotte Gainsbourg, dans le fond, donc qui a filmé, si on veut, une certaine intimité de sa mère, Jane Birkin. Fait que, je dirais que si c'est des comédiennes et multi-artistes et vedettes que vous connaissez, que vous appréciez, vous allez trouver un intérêt pour le film dans cette intimité, dans le partage qu'il y a la relation mère-fille. Par contre, il n'y a pas nécessairement des thèmes universels pour toutes les relations. C'est vraiment centré sur eux précisément. C'est la première réalisation de Charlotte Gainsbourg qui filme sa mère, mais aussi des fois est filmée par une tierce personne, par un autre caméraman, dans le fond. Fait qu'elle n'est pas toujours derrière la caméra. Des fois, elle est devant aussi. Du coup, fait qu'il se promène un peu là, entre la France, aux États-Unis, il passe au Japon. Je sais pas exactement ça a été filmé pendant combien de temps, probablement une année, j'imagine. Alors, Jane par Charlotte, je pense que ça a été présenté à Cannes. Je suis pas sûr de ça. Je sais que ça a été présenté dans un grand festival, puisque je me souviens que ça avait quand même fait jaser un peu. Ouais. Donc, mais je me rappelle plus lequel. Mais donc, pour ceux qui aiment le côté un peu voyeur de la chose...
je pense que ça s'adresse C'est peut-être ça. pour vous. Mais c'est quand même, tu sais, Jane Birkin a une vie quand même Ouais, c'est mouvementé. rock'n'roll, Ouais. là. Ouais, c'est ça, là. Je pense que... Je me souviens plus elle a combien d'enfants, là, 2 ou 3, mais c'est tout comme des Des pères demi-sœurs pour différents. Charlotte Gainsbourg, là, c'est tous des pères différents. Fait que là, elle parle aussi de son père à lui, qui était qui était Serge Gainsbourg, Mhm. mais de d'autres relations qu'elle a eues par la suite. Fait que tu sais, même si Gainsbourg était son père, il y a quasiment des beaux-pères qu'elle a connus autant par rapport à ses sœurs et les relations suivantes. Fait que tu sais, en famille recomposée, c'est un exemple. C'est juste que c'est comme tout un peu des vedettes, là. Disons que c'est un anti-famille Kardashian comme look. Ouais. Attendez-vous pas à ce genre de documentaire. Non, c'est ça. Il y a pas... Mais pourtant, elle achète un chien à un moment donné Ouais, dans le c'est film, mais c'est pas un petit chihuahua de sacoche. Mais c'est vrai que c'est quand même une fenêtre sur une famille d'artistes assez iconoclaste, là, assez éclatée. Là. Éclaté, mais emblématique, Ouais. si on veut, de différentes générations. Et il y a un autre documentaire aussi, peut-être un peu moins distribué, mais j'ai vu qu'il y a déjà plein de projections de ciné-rencontres et ce genre de choses, là, même en région. Mhm. C'est le documentaire Zooreken d'Emmanuel Licha. On est à bord d'un Zooreken, qui veut dire os de requin, qui est en fait le surnom d'une espèce de genre de camionnette Jeep qui a été très popularisé par les ONG, les organisations non gouvernementales. Fait qu'on suit, c'est un genre de road movie. On va suivre des Haïtiens qui font le point sur leur pays. On est 10 ans après, dans le fond, le tremblement de terre de 2010. Là. Fait que ça a été filmé, c'est ça, à peu près en 2020. Fait que, bref, c'est comme un point de vue là-dessus, mais c'est une mise en scène différente que juste les filmer assis sur un tabouret sur un fond un peu flou. Là. Ils se promènent dans ces genres de Jeep, dans le fond, qui sont très iconiques de l'endroit. Et il y a, ça nous a échappé, peut-être que certains cinémas l'avaient la semaine dernière, The Godfather, Oui. son 50e anniversaire, film de 72 quand même. Tout à fait. Est-ce que tu sais c'est quoi, Patrick, le parrain? Je pense que oui. Hein? Je pense que c'est écoute, un des films marquants, évidemment, du cinéma américain que moi, je vais aller voir assurément sur grand écran. Je n'ai jamais eu la chance de le voir, donc bien de le redécouvrir sur grand écran. Ouais, je dois avouer que c'est un film que j'ai vu qu'une seule fois dans ma vie. À un moment donné, je m'étais... tiens, justement, on parle souvent des potins de vedettes. Je vais donner ce potin-là sur ma vie personnelle. Je m'étais fait enlever les dents de sagesse. Fait que là, je savais que j'allais être un peu en compote. Puis un collègue de travail m'avait prêté le coffret avec les 3. Fait que je me souviens que en 2 jours, là, je les avais tous écoutés en buvant des boosts puis sur les antidouleurs. Fait que c'est peut-être un peu flou dans ma tête, là, ça fait déjà quelques années. Fait que oui, le premier, j'apprécierais de le revoir. Puis là, je pense pas qu'on a ajouté des scènes, c'est juste qu'il est remasterisé, image améliorée et tout. Là, il est rendu... Ils vont le sortir aussi dans quelques semaines en Blu-ray, là, même en 4K, là, si vous avez ce genre de téléviseur. Mais sur grand écran, c'est... même plus excitant dans le fond parce que la qualité audio va être là. Fait que si vous l'avez accessible près de chez vous, hâtez-vous. C'est pas le genre de produit qui reste à l'affiche bien longtemps, là, souvent une semaine, maximum 2, parce que ça peut jamais prendre complètement l'écran. Faut toujours quand même faire place plus aux nouveautés qu'à ramener des vieux films, même si ce sont des classiques. C'est si jamais vous êtes... vous avez aucune idée c'est quoi, c'est Francis Ford Coppola, qui a écrit et réalisé ça. C'était l'adaptation d'un livre. Hein, d'un roman, oui, de Mario Puzo. Qui a pas mal popularisé le style de mafia et surtout dépeint d'une manière très, très réaliste les mafias c'est-tu new-yorkais? Ben, c'est des mafias italiennes, mais ils sont à New York ou à Chicago. Ouais. Non, c'est New York. C'est à New York, c'est ça. Avec Marlon Brando dans son rôle iconique, mais il y a aussi James Caan et Al Pacino qui était découvert avec ce film-là, qui était son premier grand rôle. C'est devenu son pain et son beurre après de jouer dans des films de mafia. Donc, saluons l'effort, effectivement, des salles de présenter ce film-là et espérons qu'il va y en avoir d'autres. Moi, j'ai un excellent souvenir d'avoir vu, écoute, Blade Runner, je me rappelle, The Exorcist aussi, on l'avait ressorti pour une édition anniversaire, donc c'est le fun de revoir ces grands classiques-là du cinéma avec un public, mais sur grand écran, ce n'est jamais la même chose. Ben, tu sais, les cinémas ont une certaine liberté pour en présenter, mais quand le distributeur décide d'investir pour refaire une copie de meilleure qualité, il s'occupe d'une distribution, ben, ça aide sur la visibilité du film, donc ça encourage les cinémas à le présenter finalement. Ce genre d'activité, si on veut, de projection spéciale.
Sur ça conclut l'épisode de cette semaine. La semaine prochaine, on vous parle, je l'avais un petit peu teasé en intro, de Lost City, qui est, on découvrira si c'est un top ou un flop, si on veut, une espèce de romance d'aventure à la, justement, Romancing the Stone et ce genre de... Jewel of the Nile aussi, qui était sa suite oui, de Romancing the Stone. Donc oui. Avec Michael Douglas puis Kathleen Turner à l'époque. Et voilà. Fait que ce genre-là, on est plus comédie, ça va être avec Sandra Bullock et Channing Tatum. Qui honnêtement est toujours assez efficace, Sandra Bullock, pour ce genre de comédie-là, de rôle-là. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça. Surtout Daniel Radcliffe dans un anti-casting, un mettons, rôle de qui joue méchant. le méchant, espèce de milliardaire donc crapuleux. Donc, c'est bien ça. hâte de voir ça. Puis, comme je disais, c'est que ça lance un peu le retour du gros cinéma américain à gros déploiement. Là, après ça va s'enchaîner avec... je sais plus l'ordre, mais il va y avoir Sonic, il va y avoir les animaux fantastiques, blablabla, puis ça s'enfile jusqu'à Doctor Strange, puis on est parti pour l'été. Fait que là, il va y avoir des grosses sorties américaines. Si c'est votre bag, comme on dit, si c'est votre genre, c'est là que ça revient au menu. Alors, vous pouvez nous contacter, écrivez-nous au balado au singulier @monciné.ca. Puis, si vous voulez nous parler de X, si vous allez le voir, ça va nous faire plaisir, parce que pour l'instant, tu penses-tu que tu vas aller le revoir déjà? Ou... Oh oui! Ouais, sûrement pas avec ta fille, mais je sais pas. Écoute, je me pose la question parce qu'il y a quelques scènes quand même un peu osées. Ouais. Mais en fait, elle pourrait pas, parce que c'est 16+. Puis à 16+, tu peux pas être accompagné. Non, okay. 13+, tu peux être accompagné d'un majeur. 16 et 18+, il faut que tu ailles l'âge. D'accord. Fait que, tu pourras pas. Fait que plus de dilemme moral à te poser comme question. Alors bref, comme d'habitude aussi, on vous invite à vous procurer le magazine Mon Ciné gratuitement, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Alors bonne semaine de cinéma et on se reparle la semaine prochaine.